Bonjour à tous et aujourd'hui un nouveau concept. Découvre ou redécouvre un film, parce qu'après tout je suis pas le seul à avoir de la culture. Et aujourd'hui on va parler d'un film thaïlandais, mais non, pas un film thaïlandais, le film thaïlandais. Le plus gros succès de l'année 2024, d'ailleurs le plus gros succès de toute l'histoire thaïlandaise des films de cinéma. Nommé aux Oscars du film étranger, je vous raconterai l'histoire, des anecdotes de tournage et surtout je vous expliquerai quelques scènes. Quand j'ai vu le film, je me suis douté que je passais à côté de certaines choses. Je me suis renseigné et effectivement, si on ne connaît pas la culture chino-thaïlandaise, on peut passer à côté de pas mal de petits messages. Voilà, c'est parti pour comment je suis devenu riche grâce à ma grand-mère. Alors l'histoire, on suit M, un jeune homme un petit peu désœuvré qui apprend que sa grand-mère est atteinte d'un cancer en phase terminale et qui décide de s'occuper d'elle. Oh, pas par amour, non, pour toucher l'héritage. Le film explore avec une honnêteté parfois brutale les relations entre les familles. Et là déjà, on commence, si on connaît pas un petit peu la culture chino-thaïlandaise, on peut passer déjà à côté de certaines choses. Mais on en reviendra plus tard. Alors, je vais pas vous spoiler vraiment de ouf, vous doutez bien que le personnage de M va évoluer au fur et à mesure du film. Jusqu'à la mort de la grand-mère, parce qu'on va atteindre en phase terminale, voilà, c'est pas, on s'en fiche, l'histoire, c'est pas très grave. L'important, c'est comment c'est raconté et ce que ça veut dire derrière. Le réalisateur, c'est son premier long métrage. Et pour écrire le scénario, il a été réhabité chez sa grand-mère pendant plusieurs mois. Il a dit après coup qu'il n'arrivait pas à trouver le ton juste et c'est le fait de réemménager avec son aïeul qui lui a permis de donner de ce ton aussi particulier au film. Et la comédienne qui joue sa grand-mère, c'est une actrice amatrice puisqu'elle n'avait jamais joué avant. Elle avait 78 ans au moment du tournage du film. Il a casté énormément de grand-mères. Et ce qui lui a plu, c'est qu'elle n'avait pas ces tics d'acteur professionnel. Elle avait jamais mis les pieds sur un plateau de tournage. Et elle avait un regard désarmant de malice, d'espièglerie, en même temps d'une profondeur, de tristesse et de vulnérabilité. Malgré son grand âge, puisqu'elle a 80 ans, elle a tenu le coup sans se plaindre dans un tournage qui a été physiquement éprouvant puisqu'il y avait des scènes de marche et de répétition sous la chaleur thaïlandaise. Voilà. Et toute l'équipe dit qu'elle les traitait comme ses petits-enfants. Bref, c'était la grand-mère, une grand-mère exemplaire. Et depuis, c'est devenu une star en Asie. C'est même devenu une icône culturelle. Elle a fait des couvertures de mode. C'est complètement fou. Elle a participé à des talk-shows et elle a fait des avant-premières où elle a été traitée comme une rockstar. Elle regarde ça avec un certain amusement, une grande humilité, puisqu'elle dit « je savais pas que je pouvais faire ça à mon âge ». Alors avant de commencer à parler des spécificités culturelles, on va parler des comédiens principaux qui sont deux vedettes en Asie. Le personnage principal, M, il s'appelle Bilkin. C'est une immense superstar apparemment en Thaïlande. Il est chanteur et acteur. Et ici, pour la première fois, il casse son image de glamour pour jouer un jeune homme un petit peu cynique en jogging qui ne pense qu'à l'argent. Mais dans la vie de tous les jours, il est aussi étudiant dans une grande école de commerce. Voilà, je le dis parce que ça m'a étonné quand j'ai fait mes recherches de voir qu'une superstar faisait un métier parallèle, mais c'est pas le seul puisque l'actrice qui l'accompagne, c'est aussi une superstar en Asie et elle est dentiste à côté. Elle s'appelle Tontawan Tantivejakul, j'espère que je prononce bien. Et elle est mannequin et comédienne et dentiste. En Thaïlande, ça a été le plus gros succès de l'année 2024 avec plus de 339 millions de bahts de recettes. Alors 339 millions de bahts, on va faire le petit calcul, c'est fait un peu plus de 9 millions d'euros. Pour information, en général, un film qui a du succès en Thaïlande, ça rapporte environ 2 millions d'euros. En Indonésie, c'est devenu le plus gros succès de tous les temps pour un film thaïlandais, dépassant le film d'horreur The Medium avec plus de 2 millions d'entrées. Et en Chine, le film a créé la surprise totale en récoltant près de 15 millions de dollars. Et d'ailleurs, dans le monde, il a remporté plus de 73,8 millions de dollars. Il a été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger. Mais ce qui a dopé le succès du film, c'est une stratégie bien rodée de la part d'un studio dont on va parler. Le studio derrière ce film, il s'appelle GDH 659. Il est surnommé le Pixar de la Thaïlande. Ils ont une méthode de marketing unique au monde. Voici en exclusivité quelques petits secrets de leur méthode de stratégie. Alors, leur studio s'appelle GDH, comme Gross Domestic Happiness, ce qui veut dire le bonheur national brut. Parce que leur philosophie, c'est pas de vendre un film, c'est de vendre une émotion. Ils ne mesurent pas seulement le succès au box-office, mais à la quantité de sourires
et de larmes qu'ils ont réussi à tirer des spectateurs. Et pour ce film, en thaïlandais c'est Mala, j'espère que je prononce bien, ils ont misé à 100% sur la vulnérabilité. Au lieu de faire des bonnes annonces classiques, ils ont encouragé les spectateurs à se filmer avant et après le film. Et résultat, il y a une trend TikTok où les gens se filmaient en train de pleurer pour montrer à quel point ils étaient touchés. Et surtout, à quel point que certains cinémas ont commencé à donner des mouchoirs aux spectateurs avant le film. Du coup, ça a créé un défi. Ça a créé un défi chez les Thaïlandais. Les gens voulaient aller voir ce film pour voir s'ils étaient assez humains pour pleurer. C'est devenu une expérience sociale indispensable à ce pays. Le choix de l'acteur principal, Bilkin, je vous l'ai dit, c'est une superstar. Mais c'est aussi une décision millimétrée. C'est une idole absolue. Chanteur, acteur de la série Boys Love, je connais pas. Sa fanbase est immense et elle est ultra active sur les réseaux sociaux. Donc le studio a utilisé sa notoriété pour attirer les jeunes en salle, sachant qu'une fois dans le siège, ils seraient touchés par l'histoire universelle de la grand-mère. C'était en gros un cheval de Troie parfait pour amener les jeunes dans la salle de cinéma. Ils ont utilisé le marketing de la culpabilité. Non mais, vous allez voir, c'est un peu cynique, mais en tout cas ça a marché. Ils ont sorti le film autour de périodes de fêtes familiales en Asie comme Songkram. Songkram, c'est un peu le nouvel an thaïlandais. Leur slogan disait en substance, quand avez-vous appelé votre grand-mère pour la dernière fois? Résultat, ça a transformé le film en un acte de piété sociale. Aller voir le film avec ses parents ou ses grands-parents, ça montrait qu'on était quelqu'un de gentil et de bienveillant et qu'on s'occupait bien de sa famille. Et pour le vendre le film dans le monde entier, ils ont compris que les thèmes du film, comme le vieillissement, l'héritage, le sacrifice, ce sont des thèmes universels. Du coup, ils ont vendu le film non pas comme un film thaïlandais, mais comme une histoire de famille. Résultat, record battu en Indonésie, à Singapour, aux Philippines et même une percée historique en Chine. Après, il est vrai que dans ce film, les gens sont chino-thaïlandais. Et ça a son importance, et maintenant je vais vous dire pourquoi. La Thaïlande abrite la plus grande communauté de Chinois au monde. Ils sont parfaitement intégrés, mais ils ont leur propre tradition. Dans le film, la grand-mère est appelée Ama. C'est le terme chinois de grand-mère, alors que le terme thaï, c'est Yai. Alors, pardon, je connais pas la prononciation. C'est écrit Y-A-I, Yai. Cette communauté, elle a bâti une grande partie de l'économie thaïlandaise par le commerce de rue, comme le stand de Congé de la grand-mère d'ailleurs. Et dans la culture chinoise, s'occuper de ses parents et de ses grands-parents, c'est pas seulement une preuve d'amour, c'est un devoir absolu. Alors dans le film M, le petit-fils simule un petit peu cette pitié familiale pour obtenir l'argent, pour obtenir l'héritage. D'ailleurs avec une grand-mère qui est pas du tout dupe. Et le film montre la tension entre le respect des anciens, la tradition, et le modernisme et le consumérisme et un peu le matérialisme de la nouvelle génération. Le film il devient un peu politique et social parce que l'héritage, normalement, il va au fils. Ce sont eux qui portent le nom de la famille. La fille, elles sont perçues une fois mariées comme sorties de la famille, donc elles n'ont pas l'héritage. Et dans le film, on voit la grand-mère déchirée entre ses enfants. Elle a un fils riche mais égoïste. Elle a un fils endetté qu'elle veut aider mais qui est un petit peu un bon à rien. Et elle a une fille qui s'occupe d'elle, mais c'est seulement la fille qui s'occupe d'elle, c'est pas les fils. Donc elle a bien lui donner un peu d'héritage, mais la tradition fait que l'argent va au fils. Donc le film en filigrane critique un petit peu la société patriarcale. C'est super intéressant, mais tu peux passer à côté si tu sais pas ça. Le film utilise le dialecte de Teochew. C'est le dialecte des immigrants venus de la région de Shaoshan en Chine. Mais pour les jeunes Thaïlandais d'aujourd'hui, ce dialecte se perd. C'est ce qu'on voit dans le film d'ailleurs. M, il dit à un moment qu'il est thaïlandais, qu'il parle pas chinois. Voilà. Donc quand M fait l'effort d'apprendre quelques mots ou de chanter en taoché, c'est le signe qu'il revient vers ses racines et qu'il commence enfin à voir sa grand-mère comme une personne et non comme un compte en banque. Et donc là, cette scène dont je vais vous parler, un moment où sa grand-mère souffle la nuit et qu'il lui chante une berceuse, t'es touché par cette scène même si tu comprends pas tout. Mais quand tu comprends ce que je veux raconter, vous verrez la scène encore différemment. C'est-à-dire qu'il chante la berceuse, mais en taoché. Et comme je viens de vous expliquer, il a appris ces quelques mots qu'il connaissait pas au début du film, parce qu'il commence vraiment à s'occuper de sa grand-mère. En Asie, la gestion de la tombe est super importante. L'angoisse de la grand-mère, c'est pas tant qu'elle meurt, c'est qu'elle soit oubliée. Parce que tant que ses petits-enfants continuent à honorer sa mémoire et à vivre sur sa tombe, quelque part, dans ses croyances, elle continue à vivre.
Et d'ailleurs, à la fin du film, pareil, c'est pas important de spoiler. L'important, c'est comment se raconter et d'essayer de comprendre au maximum ce qui se passe. M marche à côté du cercueil et parle à voix haute pour lui indiquer les virages et par où il passe et comment ça se passe. L'explication, c'est que dans la tradition bouddhiste et taoïste, on croit que l'âme du défunt peut s'égarer sur le chemin de sa dernière demeure. Donc le plus proche parent doit guider l'esprit pour qu'il ne devienne pas un fantôme errant. Quand vous verrez ce film, en fait, c'était une manière de montrer que M assume enfin son rôle de gardien de sa grand-mère et qu'il n'abandonne pas même après son dernier souffle. Le film insiste d'ailleurs beaucoup sur l'achat d'un bon terrain de cimetière qui coûte une fortune. Ça insiste beaucoup là-dessus. Mais c'est pas une folie de la part de la grand-mère. Non. Pourquoi? Parce que pour les Sino-Thaïlandais, l'emplacement de la tombe influence directement chance et prospérité pour les générations futures. Donc une mauvaise tombe, ça pourrait apporter à l'inverse la ruine et la malchance sur la famille. Donc quand la grand-mère veut une belle tombe, c'est pas par vanité, mais c'est pour assurer que ses enfants et ses petits-enfants réussiront dans la vie après elle. En fait, c'est un petit peu son dernier geste de protection. D'ailleurs, en fait, c'est aussi un peu le point du film, c'est que pour la grand-mère de sa génération, l'amour, c'est pas des actes de tendresse, elle dit pas je t'aime, elle, l'amour, ça passe par nourrir l'estomac, c'est-à-dire créer, donner à manger et faire des reproches pour permettre à l'autre de s'évoluer. Et ce qui fait que dans les jeunes générations, qui sont quelque part en manque d'amour, comme nous on pourrait le concevoir, c'est-à-dire donner des câlins, des encouragements. C'est pour ça qu'à un moment il y a une fracture qui se passe et que les enfants en fait ils sont plus intéressés par l'argent qu'autre chose. Et c'est bien montré dans ce film. Et apparemment parce que mes recherches, c'est culturel. Apparemment c'est vraiment une réalité culturelle. Et d'ailleurs on voit souvent des grenades, les grenades le fruit, hein, et des rituels autour des... Parce que dans la culture chinoise, la grenade symbolise la fertilité et la descendance nombreuse. Mais ici, en fait, elle représente surtout le lien du sang. Et le fait qu'elle garde ses meilleurs fruits pour ses enfants, même ceux qui la déçoivent, montre que son amour maternel continue à perdurer, malgré l'ingratitude de ses enfants, et que la culture, en fait, passe par l'estomac avant les mots. On voit aussi d'ailleurs des échanges d'argent dans des enveloppes rouges. Les Ang Pao, donc ce sont des enveloppes rouges, sont normalement données pour porter bonheur. Et dans le film, l'argent est le seul langage que les fils semblent comprendre. Les grands-mères utilisent l'argent comme un outil pour acheter la présence de ses petits-enfants et de ses enfants, ce qui est une réalité triste, mais apparemment courante dans les familles où la communication émotionnelle a été bloquée, comme je vous le disais il y a quelques minutes, parce que c'est pas comme ça qu'ils ont été éduqués. Mais un peu comme nous, nos grands-parents, hein, c'était pareil. Hein. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils disaient pas je t'aime à leurs enfants alors qu'ils les aimaient. Dans ce film, il y a beaucoup de choses qui se passent au sol ou sur des chaises très simples. En fait, chez les Sino-Thaï de cette génération, donc la vieille génération, on ne mélange pas l'extérieur qui est sale avec l'intérieur qui est propre. Et donc le fait que M finisse par s'installer dans cet espace en respectant les codes, comme enlever ses chaussures par exemple, qu'il respectait pas au début du film, ça montre qu'il a quitté le monde de jeune urbain pour rentrer dans l'intimité et dans les croyances de sa grand-mère. Voilà, ça c'est des petits trucs, très sincèrement, si vous le savez pas, vous passez à côté de beaucoup de choses. Pareil, sa grand-mère, elle tient un stand de congee, ce qui est une réalité courante, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, pour les Chino-Thaïlandais. Et en fait, le congee, c'est pas juste de la bouillie, c'est le plat du pauvre qui a réussi. Mais c'est le symbole d'un travail acharné. Le fait que sa grand-mère ait passé sa vie à vendre ça montre qu'elle a sacrifié sa santé physique pour payer les études à ses fils, qui, ironiquement, sont devenus trop bien pour l'aider après à son stand. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film. S'il y a des Asiatiques, Chino-Thaïlandais qui ont des choses à dire, ou peut-être que si j'ai fait des imprécisions, j'ai essayé de faire les recherches du mieux possible pour pas me tromper. Mais si jamais j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me les mentionner. Je ne le prendrai pas mal, bien au contraire. Qui a vu ce film et qu'en avez-vous pensé? Est-ce que ça vous... Moi, ceux qui l'ont pas vu, je vous ai donné envie de le découvrir. Dites-moi en commentaire. Merci à ceux qui font des petits likes de soutien, ça aide beaucoup quand même. Et puis nous, on se voit très vite dans Voix du Ciné. Ciao, ciao. L'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne du poker de ma vie.